L'Europe en crise à Athènes, empoignade franco-britannique au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le bourbier libanais, l'explosion d'une voiture piégée tue 14 personnes ce matin à Beyrouth. Hier soir, violent duel d'artillerie entre les Marines américains et les Druzes soutenus par la Syrie. Jean Bédel Bokassa, ex-empereur de Centrafrique, est en France, dans son château de la région parisienne et souhaite y rester. Le Quai d'Orsay préférerait lui trouver un autre pays d'asile. 62 personnes accusées d'exportation illégale de capitaux. Ouverture à Paris du procès des responsables et des clients de Paribas. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Liban est ce soir encore l'épicentre de l'attention internationale. Après l'engagement direct et spectaculaire hier des forces aéronavales américaines contre les positions syriennes dans la plaine libanaise et puis hier soir contre les positions druzes aux environs de Beyrouth, la capitale libanaise a été réveillée ce matin par une violente explosion. L'explosion d'une voiture piégée, la première de ce genre depuis les attentats du 23 octobre dernier contre les soldats français et américains. Philippe Gassou. Ce matin, 14 Libanais ont été tués et 83 blessés dans l'explosion. On ne compte plus les voitures piégées qui ont tué à Beyrouth. Le véhicule était, selon les experts, bourré de 150 kg de TNT, couplé à des bouteilles de gaz. La voiture, placée dans un quartier fréquenté, à l'heure où les Libanais partent au travail, était destinée à tuer le plus grand nombre de passants possible, sans oublier les victimes retrouvées dans les appartements effondrés. En plus de la volonté de tuer, ceux qui ont placé cette bombe roulante ont aussi un autre but, accentuer le climat de terreur dans la population chrétienne de Beyrouth. Une manière de garder la pression sur des Libanais qui, durant plusieurs semaines, ne pourront passer à côté des voitures stationnées sans avoir l'appréhension qu'elles sont piégées. C'est aussi ça, la guerre au quotidien, au Liban. À l'aube, ce matin, des avions américains ont à nouveau survolé la région de Beyrouth, mais sans intervenir, sans doute pour repérer l'origine des tirs d'artillerie et de roquettes qui, à partir des positions druzes, ont visé les Marines de la force multinationale stationnée près de l'aéroport. Au moment même où, à Washington, le président Reagan insistait à nouveau hier sur le caractère défensif du raid aérien américain d'hier matin contre les positions syriennes dans la plaine libanaise, les milices druzes de Walid Jumblat, soutenu par la Syrie, ouvrait le feu. Et dans quelques heures, à Washington, le secrétaire d'État George Shultz doit réaffirmer pourtant devant la presse que les États-Unis ne changent pas de politique dans le conflit libanais, malgré l'escalade. Bernard Benyamin et Édouard Laure. C'était hier soir sur l'aéroport de Beyrouth. Quelques heures plus tôt, des appareils américains avaient bombardé des positions syriennes, un raid au cours duquel 2 avions avaient été abattus et un pilote américain capturé. La réponse n'a pas tardé, c'est un véritable déluge d'obus qui s'est abattu sur les positions américaines, faisant 8 morts et 2 blessés dans les rangs des Marines. Cet après-midi en tout cas, un hélicoptère déposé sur l'aéroport, les 8 remplaçants des morts de la nuit précédente, décision de routine, mais c'est un geste que beaucoup ont interprété comme une preuve supplémentaire de l'engrenage américain dans la région, pendant qu'à Washington, on se demande toujours si les objectifs visés hier ont bien été atteints. À en croire les tout derniers rapports publiés par le Pentagone ici à Washington, ce n'est que tard dans l'après-midi au plus tôt que l'on saura si l'opération lancée dimanche par les Américains a atteint son objectif, à savoir un centre de communication militaire syrien et 2 bases de missiles sol-air. Cela dit, quel que soit le résultat de cette opération, que personne ici aux États-Unis ne conteste, du moins sur le principe, il faudra beaucoup d'habileté aux responsables du Pentagone pour répondre à cette question que chacun se pose. Quelle est la différence entre des opérations purement défensives et le début d'un engrenage que personne n'est aujourd'hui en mesure de contrôler? Les Américains, en tout cas, semblent parfaitement convaincus qu'ils n'ont pas d'autre choix, même si, une fois de plus, et sans parler des 8 Marines tués hier soir, la plupart des commentaires relèvent que ce sont les premiers avions américains abattus depuis la guerre du Vietnam. Il y a quelques minutes, communiqué du Pentagone, le raid américain a été un succès, affirment les responsables militaires américains, qui donnent pour la première fois des détails sur les résultats de l'attaque aérienne d'hier. Le Pentagone précise que les avions américains ont infligé, je cite le communiqué, des dégâts importants à des batteries aériennes de missiles et de canons antiaériens, à des dépôts de munitions et à des installations radars dans 3 emplacements au Liban. Les emplacements ne sont pas précisés.
blessés. Les autorités américaines ont demandé aujourd'hui à la Croix-Rouge internationale et aussi aux Nations Unies d'intervenir auprès de la Syrie pour obtenir la libération des 2 pilotes américains tombés hier aux mains des Syriens. L'un d'eux est mort, annonce ce soir Damas, et l'autre ne sera rendu que lorsque les troupes américaines auront quitté le Liban. On ne sait pas ce soir si l'aggravation de la situation au Liban a fait l'objet de contacts entre Washington et Moscou. Moscou a pourtant officiellement condamné aujourd'hui le raid américain, qualifié de nouvel acte de barbarie, et le chef d'état-major de l'armée soviétique a même affirmé que 8 avions israéliens y avaient participé. À Jérusalem, où le Premier ministre Yitzhak Shamir a présenté aujourd'hui au Parlement israélien le bilan nourri de sa toute récente visite à Washington, on affirme pourtant qu'il n'y a aucun accord militaire secret entre Israël et les États-Unis. Tout comme la Grande-Bretagne et l'Italie, la France avait bien été avertie à l'avance du raid américain, c'est ce qu'a déclaré ce matin le porte-parole de l'Élysée, et ce malgré l'information contraire donnée hier soir. L'ambassadeur de Syrie en France, invité tout à l'heure d'Antenne 2 Midi, a mis en garde Paris contre le risque de l'engrenage au Liban. Écoutons-le. Les États-Unis d'Amérique ne se contentent pas de lancer cette agression en tant que tel, en tant qu'État voulant participer directement au conflit qui se passe dans la région. Et au lieu d'essayer d'amoindrir les risques, ils ne font que pousser l'escalade en essayant également d'impliquer les autres partenaires dans la force multinationale, car ils prétendent que c'est dans le contexte de la force multinationale qu'ils sont en train d'effectuer ces agressions. Or, on se demande si effectivement les autres partenaires de l'Amérique sont également d'accord sur cette façon d'agir de la part de l'Amérique. La crise libanaise a été évoquée aujourd'hui, bien sûr, dans les coulisses du sommet européen qui continue à Athènes de se débattre dans les difficultés de l'Europe communautaire. Aucune solution ne semble en vue ce soir pour trancher la question cruciale du financement de la communauté, et l'affrontement a été vif entre Mme Thatcher et le président Mitterrand. À Athènes, nos envoyés spéciaux Georges Bortoli et Philippe Sassier. Un sommet européen, c'est d'abord un pays hôte, un pays qui préside et qui reçoit. Cette fois-ci, l'hôte, c'est la Grèce, ce qui a du bon et du mauvais. Du mauvais parce que la Grèce, entrée tardivement dans la communauté, n'a pas de tradition européenne. Du bon parce que Andreas Papandreou, Premier ministre grec, a su mettre au point pour ce sommet un plan de travail auquel tout le monde, ou presque, reconnaît de sérieuses qualités. Et puis, un sommet européen, c'est la pression des opinions publiques. Ce matin, plusieurs milliers d'agriculteurs manifestaient devant le siège du Conseil contre toute réduction des dépenses agricoles. Voilà l'économie agricole de la communauté, dit ce pendu. Outre 5000 paysans grecs et quelques dizaines d'Irlandais et de Français, il y avait aussi 1500 Italiens très insistants, puisqu'ils obtenaient qu'une partie de la délégation italienne sorte du palais du sommet pour venir discuter avec eux. Sous les colonnes pseudo-antiques du palais Zapion, les 10 chefs de délégation arrivent donc avec ce poids de leurs opinions à porter. Le chancelier Kohl n'est pas pressé de sacrifier les montants compensatoires qui assurent la prospérité de ses agriculteurs. Madame Thatcher veut son chèque de 5,5 milliards environ de francs et d'autres chèques encore pour les années à venir, et malgré les sourires de la dame de fer, le ton se durcit, souligné par les petites phrases un peu vinaigrées du porte-parole britannique. Et ces excédents de lait européen qui ne doivent pas pénaliser les agriculteurs français, François Mitterrand en parlait jusque dans cette promenade sous la pluie qui a beaucoup ému le service d'ordre grec qui veille tout particulièrement sur le président français. Athènes sous la pluie, Europe dans la grisaille et presque dans le marasme. Le porte-parole français en était aujourd'hui à rappeler qu'entre Français et Britanniques, ce sont tout de même les Français qui ont gagné la guerre de 100 ans. Par un hasard que beaucoup jugeront rassurant, M. Mitterrand et tout le sommet ont tout de même déjeuné à l'hôtel de Grande-Bretagne. Vous mégotez, a lancé François Mitterrand ce matin à Maggie Thatcher. Cette expression bien peu usitée dans les rencontres entre chefs d'État et de gouvernement illustre bien la tension qui règne toujours ici à Athènes.
Hier, on a tapé du poing sur la table. Ce matin, on a mis les points sur les i. Et cet après-midi, on s'est mis à la recherche d'un compromis sur le budget de la communauté et sur la contribution financière britannique, véritable pièce centrale de ce puzzle européen. Et ce compromis est difficile à trouver à cause de l'intransigeance britannique, mais aussi parce que les Français exigent le démantèlement des montants compensatoires, refusent des quotas sur la production du lait et rappellent toujours la vocation exportatrice de l'Europe. Mais derrière ces dossiers épouvantablement techniques, il y a des réalités politiques et financières bien concrètes. Niveau de vie des agriculteurs, par exemple, ou bien élections européennes. Et c'est ce qui explique en grande partie la rigidité de Mme Thatcher et l'opiniâtreté de François Mitterrand, qui rappelle toujours les tables de la loi, c'est-à-dire le traité de Rome. Alors qu'il est, les chefs d'État et de gouvernement ont commencé leur idée, mais ils vont probablement poursuivre leur discussion après le café. Et ce soir à Athènes, on n'écarte pas l'idée d'un compromis, c'est-à-dire d'un succès, on n'exclut pas non plus l'idée d'un échec. L'Europe agite aussi la scène politique française, en tout cas dans les rangs de l'opposition, puisque vous le savez, le président du RPR a proposé la constitution d'une liste unique de l'opposition pour les prochaines élections européennes. Et le président de l'UDF, Jean Le Canuet, semble prêt à s'y résoudre à condition que les Français, consultés par sondage, soient d'accord. La grande bénéficiaire devrait en toute logique être Madame Simone Veil, que Patricia Charnelet a interrogée cet après-midi et qui se dit préoccupée par des problèmes. Avant de parler de la Constitution, la liste des Européennes, puisqu'on parle de l'Europe, ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est le sommet d'Athènes. Je crois qu'il y a là, véritablement pour l'Europe, un moment crucial. Je ne sais pas exactement encore où nous en sommes, mais je pense qu'il faut remettre les choses à leur réelle dimension et qu'avant de parler d'une ou deux listes, il faut appeler l'attention des Français sur la gravité du moment, non seulement pour l'Europe, mais je crois pour le monde entier. Donc la question des listes constitue pour vous des petits problèmes de politique? Oh oui, absolument. Rien de plus? Je dois dire, la seule chose qui soit importante dans le problème des listes, c'est le fait de savoir comment on mobilisera l'opinion, justement pour montrer l'importance de l'Europe. Je crois que c'est la seule chose qui soit importante. Et que lorsque je souhaite que l'on débatte de la question, c'est justement pour rechercher comment les Français ressentiront mieux l'importance du message européen. En tout cas, François Léotard du Parti républicain et Jacques Barrot du CDS restent, eux, favorables au principe de deux listes séparées pour l'opposition. Les élections européennes, mais aussi l'état de la majorité au lendemain du sommet PSPC, les contraintes de la rigueur et tous les grands thèmes de l'actualité seront abordés tout à l'heure sur Antenne 2 pendant l'heure de vérité, dont l'invité ce soir est le président de l'Assemblée nationale, Louis Mermaz, que vous voyez déjà en place sur notre plateau. Comme d'habitude, vous pourrez poser à Monsieur Mermaz vos propres questions en appelant à Paris SVP 1111 et Jean-Louis Le Sen et Anita Bensaïd sont déjà en place. Albert Duroy, vous serez, comme d'habitude, parmi les trois journalistes qui vont interroger Monsieur Mermaz et un autre thème sera sans doute abordé, le thème qui fait frissonner le tout Paris des commentateurs politiques. Va-t-on ou non procéder à un remaniement du gouvernement et qui en sera le premier bénéficiaire? Oui, ce n'est pas une information. Aucune déclaration officielle ne permet de dire que le président de la République se prépare à changer de Premier ministre. Mais c'est devenu un élément du débat politique, une question dont on discute abondamment dans les états-majors politiques. Pour se décider, le chef de l'État a le choix entre deux logiques. La première part du constat de la situation actuelle. Depuis 6 mois, le président est en première ligne, parlant souvent, donnant l'impression de s'occuper de tout. Du coup, Pierre Mauroy apparaît en retrait. La cote du président remonte, celle du Premier ministre reste médiocre. Or, les échéances politiques et économiques de 1984 impliquent une contre-offensive du pouvoir, une dynamique qu'un nouveau Premier ministre semble mieux à même de créer. D'où l'idée de remplacer dès janvier Pierre Mauroy à Matignon. Quelques noms sont cités, dont celui de Louis Mermaz. La deuxième logique est différente. Elle ne part pas de la situation actuelle, mais fait un compte à rebours à partir des élections législatives de 1986. Pour avoir une chance de les gagner, la gauche doit alors être conduite par un Premier ministre qui ne soit pas usé par un trop long exercice du pouvoir et qui n'ait pas été handicapé non plus par un échec de la gauche aux élections européennes en juin prochain. Dans cette logique-là, il faut donc changer de Premier ministre dans 6 mois ou dans 1 an seulement. C'est au chef de l'État qu'il appartient de choisir et personne n'est en mesure de dire aujourd'hui, même parmi ses proches, quelle sera sa décision.
Élection municipale partielle hier à Vaux-Allan pour cause d'annulation et de fraude électorale. L'opposition a remporté 11 sièges sur 14. Second tour dimanche prochain. Que faire de Jean Bédel Bokassa? La question agite les diplomates du Quai d'Orsay depuis que l'ex-empereur de Centrafrique est arrivé hier après-midi à Paris. Accompagné par 15 de ses 54 enfants et quelques-unes de ses femmes, l'ex-empereur est dans son château des environs de Paris sous protection policière. Michel Strulovici. Derrière ces grilles, une résidence sous surveillance, le château d'Arbricourt dans les Yvelines. L'ex-empereur Bokassa, le propriétaire des lieux, est arrivé ici hier soir, après 4 ans d'exil doré mais forcé, en Côte d'Ivoire. Derrière ses fenêtres, l'ex-empereur, sa femme et 15 de ses enfants. Une présence qui mobilise les CRS et la police. Une protection certes pour Jean Bédel Bokassa, mais aussi et peut-être surtout la surveillance des faits et gestes d'une personnalité jugée peu désirée par les autorités françaises. Sur les raisons de son départ d'Abidjan, l'ex-empereur a bien voulu répondre à nos questions. Moi qui ai demandé au père Oufouette de m'aider à rentrer en France pour respirer, pour retrouver la paix et surtout que je suis accompagné de 15 enfants. Je demande à la France de m'accepter afin que je puisse mettre en exploitation mes terres, mes biens, que j'ai ici jouir de mes biens, rester tranquille, rester calme, mais tant que je reste sur le sol français, je refuse la politique. C'est la seule condition que je me propose d'offrir à la France. Je refuse la politique tant que je suis sur le sol français. Présence qui va certainement s'avérer de courte durée pour Jean Bédel Bokassa, ici lors de son jour de gloire il y a 6 ans. La célébrité de Bokassa vient de ce sacre. Elle vient également de 2 autres événements. L'affaire des diamants, cadeau de Jean Bédel Bokassa au président Giscard d'Estaing, et le massacre de 200 écoliers et lycéens de Bangui en 1978. Tout le problème aujourd'hui est de savoir combien de temps l'ex-empereur restera sur le sol français. Le ministre Claude Cheysson affirme lui qu'une telle présence prolongée n'est pas souhaitable, et le gouvernement cherche désormais un pays d'accueil pour l'empereur déchu. Non à la naturalisation des exilés et des enfants d'étrangers résidant en Suisse. Ainsi en ont décidé hier à une nette majorité nos voisins suisses consultés par référendum. Le courant xénophobe l'a emporté. Les pays occidentaux devraient lever certaines des sanctions économiques imposées à la Pologne après l'instauration de l'état de siège il y a 2 ans. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Lech Walesa au cours d'une conférence de presse à Gdansk. Lech Walesa qui prévoit des manifestations et des grèves dans son pays au début de l'an prochain quand seront imposées de nouvelles hausses de prix. En tout cas, dès demain, des groupes opérationnels militaires seront mis en place. C'est ce que vient d'annoncer l'agence officielle polonaise. Un nouveau record pour le dollar, cela devient une habitude, même si cela coûte cher, 8 francs 30 aujourd'hui à Paris. Toutes les devises subissent d'ailleurs l'effet de la nervosité des marchés d'échange. Mais le gouvernement a décidé de modifier une nouvelle fois la formule du calcul mensuel des prix de l'essence pour prendre en compte la hausse du dollar. Le nouveau taux retenu, 8 francs, ne devrait pas sensiblement modifier les prix du carburant en décembre. C'est un procès spectaculaire qui s'est ouvert aujourd'hui devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le procès des clients et des dirigeants de la banque Paribas accusés d'avoir transféré des capitaux en Suisse de manière irrégulière entre 1977 et 1980. Côté jardin, c'est-à-dire spectacle, voici la vedette Pierre Moussa, PDG de Paribas à l'époque, qui vient se battre côté cour, c'est-à-dire tribunal, pour convaincre qu'il n'était pas au courant d'une activité parallèle qui ne pouvait que rapporter des ennuis à sa banque. La preuve. Derrière lui vont entrer les anonymes, le défilé des respectables, entre guillemets, la soixantaine de prévenus, moyenne d'âge 70 ans, qui n'ont pas pu résister à la tentation de la tirelire en Suisse, symbole de la sécurité pour l'argent mis de côté, à l'abri de l'appétit du fisc et des avatars politiques. D'autres ont pu déjà transiger avec les douanes, ça leur a coûté cher. D'autres enfin ont été protégés par leurs pseudonymes, Faust, Méphisto, Praline ou même Socrate, le philosophe n'aurait pas été content, qu'on n'a pas pu décoder. Pour beaucoup, la punition a déjà commencé, même s'ils tentent de faire bonne figure, car ils savent que la loi prévoit un maximum de 5 ans de prison, plus un plafond d'amende de 5 fois la somme fraudée.
Hier, au dernier moment, la banque Paribas a accepté une transaction de 27 millions, 2 milliards 700 millions de centimes, transaction qui ne dégage pas la responsabilité personnelle des banquiers inculpés, mais qui règle le contentieux entre une banque nationalisée et une administration. En somme, l'État prend dans une poche ce qu'il remet dans l'autre. Dans notre dernier journal, à 23h20, un débat sur les mœurs bancaires opposera l'ancien président du Crédit commercial de France, Jean-Maxime Lévesque, au journaliste Jean Baumier, auteur de Ces banquiers qui nous gouvernent. Crise financière au journal Le Monde. La direction a annoncé aujourd'hui une réduction d'effectifs, une centaine de salariés qui partiront vraisemblablement en pré-retraite l'an prochain. Leurs emplois seront supprimés. Un attentat manqué à Paris la nuit dernière. Le dirigeant du mouvement national arménien, Arat Toranian, et sa compagne ont été légèrement blessés par l'explosion d'une bombe dans leur voiture. Mais Toranian met en cause la police. Thierry Calmette. Rue de la Folie-Regnault à Paris, minuit 35. Arat Toranian sort de l'imprimerie de son journal. Il monte dans sa voiture avec sa compagne. Il met le contact, la voiture explose. Le dirigeant du mouvement national arménien, MNA, en sort indemne. Le bloc moteur a protégé les occupants de la voiture du souffle de l'explosion. C'est la deuxième fois qu'Arat Toranian échappe à un attentat. C'est parce que nous sommes une organisation authentiquement arménienne, c'est parce que nous représentons une alternative et un espoir pour l'ensemble du peuple arménien que les ennemis s'acharnent à vouloir nous liquider. De plus, Toranian, inculpé de recel de malfaiteurs dans l'attentat d'Orly, doit pointer 4 fois par jour, à heure fixe, au commissariat de police. Détail que les plastiqueurs n'ignoraient sûrement pas. Le terrorisme basque se manifeste à nouveau. L'organisation clandestine Ipare Tarak a revendiqué hier soir l'incendie de la villa du couturier Courrèges à Urugne. Daniel Catelin. Manifestement, avec cet incendie, le mouvement basque Ipare Tarak cherche la publicité. Ce groupuscule a depuis quelques années revendiqué plusieurs attentats qualifiés d'anti-français. Aujourd'hui, il s'attaque à une célébrité pourtant bien intégrée dans la région. J'ai toujours tenu éloigné de tous ces problèmes politiques. Ce que je trouve anormal, c'est que cette ferme, quand même, était de la famille de ma femme. Et ma femme est basque, elle est née au Pays Basque à 2 km de là, c'était sa propriété et elle est basque pur sang. Les enquêteurs disposent de peu d'indices pour retrouver les auteurs de cet incendie. Et une autre affaire préoccupe ce soir les policiers de la région, le rapt hier soir à Hendaye d'un représentant en meubles d'origine espagnole, enlevé par 4 hommes armés à bord d'une 504 immatriculée en Espagne. Charles avait 10 ans et il est mort de froid samedi dernier dans un pavillon de la Seine-Saint-Denis. Le parquet de Bobigny a fait procéder à une autopsie cet après-midi. La conclusion tragique d'un drame familial, le drame de la misère. Patrice Pellet. Dans la nuit de vendredi, il faisait -5 degrés. C'est dans la cave de ce pavillon en construction que l'on devait découvrir samedi matin 2 enfants. 2 garçons. Charles, 10 ans, était mort de froid. Alain, 8 ans, pleurait près de son frère, le pied gelé. Depuis 9 jours et 9 nuits, avec leur mère, ils dormaient au hasard des porches et dans les couloirs d'immeubles, sans domicile fixe. L'histoire de cette famille commence en 78. Les Moukoulos sont camerounais. Le père parle pour le pays natal, mais il n'en reviendra jamais. Dans sa HLM de Bobigny, Janine élève donc seule ses 2 enfants. Puis c'est le chômage et les 400 francs des allocations familiales. Le désespoir. Les enfants sont mal nourris. Il arrive même aux grands de s'évanouir en classe. L'ADAS est alertée. On veut retirer ses enfants à Janine. Pour les garder, elle quitte alors son domicile. Les voici sur la route. Partis de Bobigny, ils traversent plusieurs communes pour finir à Pierrefitte et à son pavillon. Au matin, l'un des enfants ne se réveillera pas. Les voisins ignoraient tout. Ça m'a fait un choc. J'ai travaillé 2 ans au Brésil. Et ça m'a fait un choc, c'est comme les enfants qui mouraient dans les favelles. Ça m'a rappelé quelque chose, mais parce que là-bas, j'ai eu des coups, on a des coups au cœur, là-bas, il y a des choses horribles qui se passaient. Je dis, tiens, on se retrouve dans les favelles. C'était exactement ça. Mais il ne faut pas dire que les gens, là, il faut pas dire que les gens du quartier ont laissé, parce que on l'aurait vu, tout le monde aurait aidé. Et j'étais stupéfait que cette femme-là est passée devant l'église, et une église, et puis qu'elle n'ait pas été frappée à la porte de l'église, ou la graine qui est en face, pour demander quelque chose, mais elle serait venue à la porte, c'est quand même humain, on ne peut pas laisser les gens. Le plus jeune des enfants a trouvé ce soir à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Sa mère a trouvé refuge dans un centre d'accueil. Au XXe siècle, la fin d'un drame aux portes de Paris.
Dans l'espace, depuis le départ de la navette Columbia il y a une semaine, tout se déroule pour le mieux et les 6 astronautes ont fort bien travaillé dans le laboratoire spatial. L'occasion aujourd'hui pour les présidents Reagan et Kohl de féliciter l'équipage, dont un Allemand, en inaugurant une nouvelle formule, la téléconférence spatiale. Philippe Dumais. Partis en effet il y a une semaine sans le moindre problème et après avoir effectué plus de 100 fois le tour de la Terre, les 6 astronautes ont enfin pris un moment de repos pour parler d'autre chose que technique ou science avec les présidents Reagan et Kohl. Là-haut, les uns étaient installés dans le laboratoire spatial, les autres dans la salle de séjour de la navette. Et donc, sans pilote, celle-ci a continué son chemin, tandis que la conversation s'engageait avec la Terre. L'astronaute allemand Ulf Merbold se félicitait de sa présence dans l'espace et de la coopération entre Américains et Européens. Le président américain, peut-être pas sans arrière-pensée, espérait que cette expérience se poursuive. Il est en effet évident que la conquête spatiale coûte très cher et que même l'Amérique a du mal à suivre. Quant aux Allemands, majoritaires financièrement dans cette opération, ils sont fort contents du résultat des expériences. Plus de Français en lice dans les internationaux d'Australie de tennis. Catherine Tanvier a été éliminée aujourd'hui par l'américaine Kathy Jordan, tête de série numéro 9, en 3-7. Les favoris de ces internationaux, les Américains McEnroe et Navratilova, se sont facilement qualifiés pour les quarts de finale du tournoi. Les skieurs français et surtout les skieuses en pleine effervescence à Val d'Isère. C'est mercredi qu'aura lieu la descente qui compte pour la Coupe du Monde et les Françaises sont gonflées à bloc. L'une des leurs, Catherine Quittet, a réalisé le meilleur temps aujourd'hui dans la 2e séance d'entraînement chronométré. Les skieuses françaises et leur matériel font l'objet d'un entraînement qui prouve bien que le ski est devenu un sport aussi complexe que la Formule 1. Gérard Holtz. Question, quels sont les points communs entre un skieur qui dévale une descente de Coupe du Monde à plus de 160 km/h et un pilote au volant d'une voiture de Formule 1 dans un Grand Prix? Réponse, le casque, les gants, la combinaison, des détails, mais surtout la vitesse, la trajectoire, le talent. Le pilote a besoin d'une bonne voiture, de bons pneus, le skieur, de bons skis. En Formule 1, ce qui compte, c'est la puissance du moteur, la maniabilité du véhicule. En ski, c'est la même chose. La puissance du moteur pour un ski, c'est la glisse, principalement en descente. Alors le rôle du technicien en descente, sur un circuit de Coupe du Monde, c'est d'amener la meilleure glisse pour son coureur. Ça nécessite tout un travail de fourmi par en dessous qui se fait tout au long du départ de saison, où on teste des skis, suivant principalement, disons, les semelles dessous, leur préparation et accessoirement les fardes. C'est vrai que le traditionnel fart a perdu de son importance. La grande bataille technologique entre les différentes marques concerne surtout la semelle des skis. C'est nouveau et ça peut rapporter gros. 1,5 secondes de différence si l'on fait le bon choix pour la course. C'est pourquoi dans les semaines qui précèdent les compétitions, exactement comme pour les pneus de Formule 1, les skieuses et les skieurs de l'équipe de France se transforment en pilotes d'essai. Ils testent des dizaines et des dizaines de skis pour chercher la meilleure semelle, donc la meilleure glisse. On teste également les combinaisons de descente en soufflerie, et oui, comme pour les voitures de course. On calcule même le CX des skieurs, l'aérodynamisme. La comparaison ski-Formule 1 ne s'arrête pas là, il y a aussi l'état d'esprit. Aller vite, prendre le maximum de risques. La peur? Non, 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 non. Jamais? Non, non. D'après vous, qu'est-ce qui fait la différence entre une super descendeuse et une descendeuse moyenne? Je crois que c'est cet esprit un peu d'attaque, de prendre des risques, de raccourcir la ligne et de savoir dans n'importe quelle situation ce qu'il faut faire. Ne vous étonnez plus donc si mercredi, à propos de la descente dame de Val d'Isère, ou vendredi pour la descente homme, vous entendez parler de piloter ces skis. Rendez-vous donc mercredi. Le temps, Alain Gillot-Pétré, la pochette c'est pour le soleil et pour le froid. La cravate écossaise? Ah non, non, pas la cravate, uniquement la pochette pour le soleil. Mais cela dit, tiens,
Des nuages. Regardez-les, ces nuages sur la photo satellite de la météo nationale. Ils ne sont pas très méchants. Ils sont ici, ils s'approchent de la France. Comme il y a un anticyclone sur la France et un anticyclone derrière, ils vont se faire écraser, il n'en restera pas grand-chose. Et pourtant, regardez la carte, il y en aura tout de même sur la moitié nord du pays avec des éclaircies. Dans l'après-midi, attention, brumes et brouillards le matin. Sur la moitié sud, après dissipation des brouillards localement givrants, notamment de l'Aquitaine au Lyonnais, ce sera encore du beau temps. Le baromètre est encore en hausse. Attention au gelé tout de même. Sur le nord-est, moins 5 degrés, au centre, moins 8, région parisienne, moins 3 et à l'ouest, 0 degrés. Mais les températures sont en hausse, regardez, il n'y a plus de température négative pour l'après-midi, donc sur les températures maximales prévues par la météo nationale. Tout de même, ça va de 2 à 13 degrés, ce qui n'est pas chaud, mais on est beaucoup plus près de 5 degrés de moyenne que de 13 degrés d'amplitude dans le sens de la hausse. Demain, mardi 6 décembre, 1 minute de soleil en moins, levé 8h30, couché 16h53, et c'est la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Et tout à l'heure à 23h20, c'est Claude Sérillon qui vous présentera notre dernier journal. Demain 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.